Bon, en fait, je vais changer complètement l'ère dans lequel mon papier est situé, mais aussi un peu les époques, c'est-à-dire l'ère que je vais considérer, c'est une ère constituée, un espace constitué par les circulations entre la Grande-Bretagne et l'Asie du Sud, dans une période qui va en fait s'étaler du milieu du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est un changement d'ère, mais aussi un changement d'époque, aussi des milieux. C'est-à-dire que c'est situé autour de la compagnie anglaise des Indes orientales et en fait sa propre histoire, sa propre évolution du XVIIe au XVIIIe siècle, quand la compagnie en fait est fondée, c'est une compagnie plutôt une compagnie de commerçants, et à la fin du XVIIIe siècle, c'est déjà une compagnie qui est en fait une grande puissance coloniale, parce que les territoires en fait conquis en Asie du Sud sont directement administrés par cette compagnie. Donc, la compagnie devient d'une certaine manière ou est très imbriquée, en fait inextricablement imbriquée dans l'administration et dans les processus de l'État et de l'Empire britannique. Donc, c'est ce changement et ce qui change dans les régimes, même non seulement de circulation, mais aussi d'interaction, la manière dont les uns et les autres arrivent en fait à interagir, que je vais en fait faire mon exposé. Et cet exposé est en fait centré sur deux personnages. L'un qui est né, comme vous voyez, au milieu du XVIIe siècle, l'autre un siècle plus tard, donc vraiment exactement un siècle. On va voir comment ils ont beaucoup de choses en commun et en même temps une grande différence de la manière dont ils s'insèrent et ce qu'ils font en Inde. Donc, je vais en fait commencer par le premier, mais juste avant ça, je voudrais dire aussi par rapport à quoi j'ai en fait bâti cet exposé. Quelles sont les idées derrière, quels sont les a priori, les topoi qui en fait font que nous regardons ces personnages comme John Marshall ou William Jones, des Européens, comme étant en fait déjà dotés d'un sens, un regard qui est plus objectif que le regard des autres. Donc le savoir qu'ils constituent, c'est un savoir qui est a priori non problématique. Et on va en fait regarder de plus près comment ce savoir est constitué, par quels moyens, et quelle est en fait finalement la finalité aussi de ces formes de savoir. Par exemple, il y a des personnes comme Rubiès, etc., qui ont beaucoup écrit sur les voyageurs, sur les observateurs européens et le statut objectif de leur, et non problématique de la manière dont ils voient le monde. Donc, c'est justement pour un tout petit peu situer cet exposé dans une façon plus générale qu'on a eu jusque-là de problématiser ces choses. Donc, commençons par John Marshall. Vous voyez aussi, il y a un contraste entre les deux parce que John Marshall, c'est quelqu'un qui est très, très peu connu. Il y a très peu de choses écrites sur lui. De l'autre côté,
sur William Jones, il y a toute une industrie, ça n'arrête pas, il y a des tomes et des tomes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est aussi un autre régime de circulation qui est le régime d'aujourd'hui. De notre manière, en fait, aussi, mais je laisse ça pour un autre jour, une autre discussion. Alors, commençons avec John Marshall, qui, comme vous voyez, est né en Angleterre, à gauche en haut, et qui finalement meurt à Balasore, en Inde, donc sur l'autre carte, quelque part ici. Donc, il est né en 1641-42 dans le Lincolnshire, en Angleterre. Il grandit dans le Lincolnshire, puis après, en fait, on sait qu'en 1660, il va entrer à l'université de Cambridge. Il ira à Christ's College et, en fait, il obtiendra son BA, son bachelor's, en 1664. C'est pendant cette période qu'il noue une grande amitié avec deux personnages qui vont, d'une certaine manière, former son ancrage, et l'ancrer en fait dans le monde intellectuel anglais de cette époque. John Covell, qui en fait se distinguera comme un grand voyageur et linguiste de la fin de la deuxième moitié du XVIIe siècle, et en fait le platonicien Henry Moore. Alors, il commence en fait sa vie en nourrissant quelques espoirs de rester à Cambridge, mais les règles à l'université de Cambridge étant telles qu'il n'y a pas dans les colleges deux personnes qui viennent de la même comté, et il y a déjà des personnes qui viennent et de Lincolnshire et de l'endroit, c'est-à-dire dans l'Essex, où sa famille a entre-temps déménagé. Donc, du coup, il n'a vraiment pas de chance d'être élu fellow de Christ's College, et du coup, il doit chercher un autre emploi. Heureusement, des membres de sa famille, ses frères, sont très bien connectés avec la Compagnie des Indes orientales, et en fait, son frère aîné lui procure un emploi et il part pour l'Inde en 1668. Donc, il arrive ici à Madras, et puis en fait, finalement, il va passer 6 mois à Masulipatam, qui est ici, avant d'être nommé dans le baie de Bengale et le réseau en fait de factoreries par ici, dans cette région. Il arrive à Balasore, ici. Oubliez ce mot-là, ça n'existe pas à l'époque. Malheureusement, il n'y a pas de carte non plus de cette période, donc j'ai dû faire avec ce que j'avais. Tout ça, ça n'existe pas, il y a juste la ville de Hooghly qui existe ici, et toutes les autres villes, par contre, existent. Donc, vous m'excuserez pour cet anachronisme dans la carte, mais c'est extrêmement difficile de trouver une carte de cette région. D'ailleurs, le problème va se poser un tout petit peu plus tard dans l'exposé aussi, parce que beaucoup de lieux qu'il décrit, en fait, ne sont pas cartographiés. Il n'y a aucune carte, aucune visualisation pour cela. Donc, il arrive à Balasore, et de Balasore, en fait, il doit aller à Dhaka, mais
le chef de la factorerie de Balasore pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, d'un tempérament très calme, trop doux pour être nommé à Dhaka et être en position de se confronter avec les Moghols, le pouvoir moghol. Là où il faut quelqu'un de beaucoup plus costaud, beaucoup plus rude pour le faire. Donc, il est en fait nommé pour Patna, qui est une factorerie dans une autre partie de l'Inde, vraiment le plus éloigné du Golfe, et où il restera pendant 2 ans avant d'être nommé à Qasim Bazar, puis finalement à Hooghly et à Balasore, où il mourira le 31 août 1677. Donc, il est en Inde pour à peu près 8 ans. Et c'est pendant cette période qu'il va, en fait, écrire un journal pour les 4 premières années de son séjour, c'est-à-dire la période qui couvre Patna et un tout petit peu de Qasim Bazar. Et après, en fait, il nous laisse donc des écrits, c'est-à-dire que son journal a été publié en 1927, édité par l'historien indien Shafat Ahmad Khan. C'est Notes and Observations in Bengal. Il y a une lettre de lui qui est parue dans le Philosophical Transactions of the Royal Society en 1701, qui parle justement de ses visions sur l'Inde et l'hindouisme, mais on va y venir. Puis il y a dans le British Library, il y a quelques manuscrits. D'ailleurs, les Diaries and Papers Relating to India ont été largement publiés ou réédités ou édités par Shafat Ahmad Khan. Et en fait, il y a d'autres travaux, et c'est lui, en fait, qui est le premier à avoir essayé de lire et de traduire un texte des Védas. Il n'y a pas d'anglais avant lui qui ait essayé de le faire. Donc, ça nous donne une petite idée de ce qui reste. Et là-dedans, en fait, il y a des récits de voyage dans ces notes, des notes géographiques, des notes astrologiques, astronomiques, météorologiques et chronologiques, des notes sur le savoir médical de cette partie de l'Inde, des observations sur les musulmans, leurs droits, leurs coutumes et usages, et aussi sur les Parsis, c'est-à-dire sur les Zarathustriens, et bien sûr, énormément de notes sur la religion et la philosophie hindoue, qui était sa première préoccupation. On voit un tout petit peu pourquoi il le fait. Qu'est-ce qui l'attire à faire ce choix? C'est déjà que son journal est destiné, il a cette idée derrière qu'un jour, il va l'envoyer à ses amis à Cambridge, c'est-à-dire à Covell et à Moore. Et d'ailleurs, dans son testament, c'est à eux qu'il les lègue. Et aussi, en fait, ces notes sur la religion, etc., sont destinées à ces gens-là.
Mais en fait, il a aussi des choses sur les poids et mesures, sur la monnaie, sur les langues de l'Inde. Et ça, c'est destiné plutôt à la compagnie et à ses moyens, en fait, de traiter avec l'Inde. Donc, il a une attention spécifique par rapport à ces gens-là. Donc, entrons un tout petit peu dans ce qu'il dit. Il est en fait réputé d'avoir un excellent contact avec les gens. Il apprend très rapidement des langues. C'est ce que disent tous ses collègues. Il est intraitable en ce qui concerne... bon, il ne négocie jamais sur ses principes. Donc, du coup, il a beaucoup de difficultés avec certaines personnes à la compagnie, mais il est très respecté aussi à cause de ça. Même par ceux avec qui il a des bagarres, en fait, souvent il a des bagarres, il entre dans des bagarres physiques avec des gens, mais c'est lui toujours qui sort en gain de cause, finalement. Donc, mais quel type, comment est-ce qu'il acquiert ses connaissances sur tous ces sujets? C'est très intéressant parce qu'il est très avare en ce qui concerne les détails des choses. Pendant des jours et des jours, des mois et des mois, il n'écrit rien du tout. Soudain, il y a un incident quelque part dont il va parler, ou bien, par exemple, une éclipse qu'il va avoir, ou une observation qu'il va faire. Mais pour le reste, on n'a pas beaucoup de détails, sauf quand il rencontre des gens, il commence en fait à établir une communication avec eux, et c'est à travers cela qu'il bâtit ses connaissances. Alors, quand il est à Patna, parce qu'il est à Patna pendant 2 ans, 70-72 à peu près, il nous décrit en partie ses rencontres. Il rencontre, par exemple, pour la géographie, il est très intéressé, comme je vous ai dit, par les données géographiques, par la situation de l'Inde, par les voisins. Et il rencontre, bien sûr, à Patna, il rencontre des jésuites, mais il rencontre aussi des marchands arméniens. Et à un moment donné, bon, il ne dit pas qu'il les rencontre comme ça, mais il dit, voilà, tel et tel m'a dit ça. Et dans les tel et tel, il y a 2 personnes qu'il nomme. Il y a un qui s'appelle Battista de Johan et l'autre qui s'appelle Mukhtar Ishaq. Alors, tous les 2 sont des marchands arméniens et il décrit un tout petit peu pourquoi il a confiance dans ce qu'ils disent. Tous les 2, il dit, ont voyagé beaucoup. Ils sont allés en Chine, ils sont allés au Tibet, ils sont allés en Russie, ils sont allés en Suède. Et Mukhtar Ishaq est aussi allé à Londres, où il est resté pendant 9 mois chez un parent à lui. Donc, il a des connaissances personnelles, c'est quelqu'un qui parle énormément de langues et il l'a déjà testé, donc il veut bien croire à ce qu'il dit. Et toute sa connaissance du Tibet et de la Chine vient de lui, ce qu'il décrit, les distances, les coutumes, même l'écriture, les croyances des gens, etc. Tout est, en fait, il décrit ses sources. Il est moins à l'aise avec les jésuites. Surprise. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il a des moyens, en fait, aussi de filtrer, de savoir ce qui est crédible, ce qui ne l'est pas. Et puis, bien sûr, il y a des médecins, des apothicaires de Patna.
desquels, en fait, avec lesquels il engage toute une discussion sur les traditions médicinales du pays. Les plantes, comment est-ce qu'on les utilise, quelle est en fait derrière la philosophie, quelles sont les croyances qu'ont les gens, pourquoi des choses fonctionnent. Donc, il décrit longuement la manière dont le corps est constitué et quels sont les effets de différentes choses. Et il n'essaye pas, en fait, de plaquer le modèle hippocratique sur ces traditions-là. Il essaye, en fait, de garder les noms d'origine et de décrire les choses telles qu'elles lui sont racontées. Alors, mais chaque fois, c'est-à-dire que chaque fois, c'est à travers les liens qu'il a en tant que marchand, en tant qu'employé de la Compagnie des Indes, représentant de cette compagnie, qu'il va essayer de glaner le maximum d'informations, le maximum de savoir et de l'ordonner selon sa façon à lui. Alors, juste après, il est en fait posté à Qasim Bazar. Bon, j'étais trop enthousiaste. Donc, Qasim Bazar est là, où il va passer 4 ans, ici, et où donc, il était à Patna, qui est là, et Qasim Bazar, qui est ici. Bon, c'est une carte qui date de 1782, donc 100 ans plus tard. Il y a la moitié des noms des lieux géographiques entre ces deux villes qui ont disparu. Il n'y a aucune trace. Le fleuve, le Gange, ne passe plus par là, déjà en 100 ans. Et du coup, c'est impossible même de pointer tout ce qu'il nous décrit du côté géographique sur une carte. Mais bon, peu importe. À Qasim Bazar, il reste pendant 4 ans. Il apprend le hindustani, il apprend le persan, il essaie d'apprendre un peu d'arabe et aussi le sanskrit, mais il l'abandonne. Donc, du coup, mais en même temps, il noue des relations avec différents pandits, différents brahmanes qui maîtrisent plus ou moins les textes classiques de la religion et de la philosophie hindoue. Et c'est là où il va essayer de traduire le Samveda. Alors, le Samveda, il n'a pas accès à l'original, mais il convainc son interlocuteur, un certain Madhusudan, de le traduire en hindustani dans l'écriture persane. Et c'est de là, en fait, qu'il arrive à le lire et de le traduire en anglais. Mais il a quand même quelques réflexions sur la structure de la langue, sur ses rapports avec d'autres langues, etc. Il essaye, en fait, de faire une typologie des langues de la région et essaye de les lier les uns avec les autres. Bon. Il est posté plus tard à Balasore, où pardon. Où est Balasore? Bon. Je ne vois plus. Oh bon, d'accord. Oui, c'est là. C'est Balasore. Et c'est là où 6 mois plus tard, il meurt. Et c'est la fin de son histoire. Comme je dis, c'est juste quelques personnes qui se sont intéressées à ce qu'il a fait, mais il est passé un peu inaperçu. Mon but ici n'est pas de le ressusciter, mais plutôt de voir dans quel réseau, comment est-ce qu'il a réussi vraiment à avoir
ses connaissances, comment il a tissé des liens dans un système, dans un contexte, dans un régime de rapport entre Européens et non-Européens de la région, des rapports qui sont plutôt des rapports commerçants. Il n'y a pas de rapport vraiment hiérarchique entre ces personnes. Il doit à tout moment négocier tout, nouer des contacts lui-même, et il n'a aucune manière, en fait, d'imposer ses désirs sur les autres. 100 ans plus tard, la situation a changé complètement. En 1756, toute cette partie, un peu plus à l'est, et plus ou moins tout ça, est conquis par la Compagnie des Indes dans la première année de la Première Guerre mondiale que vous appelez la guerre des 7 ans. Calcutta est fondée, est déjà une petite ville qui a été fondée 20 ans après la mort de... 20 ans, non, 13 ans après la mort de John Marshall, et qui devient la capitale du Bengale et plus tard de l'Inde britannique. Et donc, c'est 57 que la première année, en fait, la fin de la première année, que le Bengale est pris par les Britanniques. Et suite à une série, en fait, d'événements, je ne vais pas entrer dans les détails, le Parlement est plus ou moins obligé à intervenir pour mettre un peu d'ordre dans les affaires de la compagnie et de la manière dont la compagnie exploite sans aucun contrôle, sans aucune limite les territoires. Et donc, il y a des réformes de la justice aussi. Et une des conséquences de ces réformes, c'est la nomination de William Jones comme juge de la Cour suprême de Calcutta. Alors, William Jones est né en 1746 à Londres. Lui, il grandit à Londres et il va, pas à Cambridge, il va à Oxford. Il va étudier les langues orientales, classiques. Il va essayer donc, il va étudier dont l'arabe à Oxford et aussi finalement le droit. Et il devient avocat à Londres. Donc voilà, lui par contre, il est très 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 connu. Il y a, comme je disais, toute une industrie autour de lui. Il est surtout connu pour avoir fait le lien entre le sanskrit, le grec et le latin, mais aussi de penser qu'il y avait toute une série d'autres langues qui appartenaient à la même famille. Donc, il est réputé être le fondateur de la linguistique moderne, de plusieurs autres disciplines du XIXe siècle. Et lui, il n'arrive pas du tout comme un novice candide en Inde. Il arrive avec tout un bagage. Il arrive déjà à l'âge de 37 ans et pas de 28 comme
comme John Marshall. Il arrive bien établi, il arrive anobli en plus, c'est-à-dire il est déjà Sir William Jones quand il arrive en Inde. L'autre, c'est un inconnu. Et en fait, il arrive aussi avec un projet pour étudier l'Asie et essayer de mettre l'Asie dans un contexte plus large, un contexte mondial. Donc, il va étudier les lois, en fait, le droit hindou et musulman, l'histoire du monde ancien, sur, en fait, justement, les traditions concernant le déluge, les produits de l'Inde, mais aussi, par exemple, le Shiking qu'il dit, ou les 300 odes chinoises, les récits concernant le Cachemire et le Tibet. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, où il y a un overlap entre l'un et l'autre. Mais seulement, ici, il arrive déjà avec un plan, avec une idée de ce qu'il veut faire. Et en même temps, bien sûr, il veut aussi étudier Homer, Démosthène, Platon, etc., etc. C'est quelqu'un qui veut vraiment, il a une grande ambition, une ambition globale, une ambition mondiale, avant qu'il n'arrive même en Inde. C'est une liste qu'il fait pendant son voyage en Inde, quand il est sur le bateau, le Crocodile, pour, en faisant le voyage. Et quand il arrive en Inde, c'est un des fondateurs principaux de l'Asiatic Society of Bengal, qu'il fonde avec le gouverneur général de l'époque, William Hastings. Et en tant que président, pendant toute la période qu'il est en Inde, il va, en fait, tous les ans, il va faire un discours devant l'Asiatic Society et le discours anniversaire, et à chaque fois, il fait un discours sur une nation, une partie de l'Asie, et il essaye, en fait, finalement, de faire un lien entre cet ensemble. Alors, sur l'orthographie des mots asiatiques, mais après sur les dieux de la Grèce, de l'Italie et de l'Inde, sur les hindous, sur les arabes, sur les tatars, les persans, les chinois, sur les habitants des frontaliers dans les montagnes, les îles de l'Asie, et puis en fait sur l'origine et les familles des nations, sur l'histoire asiatique et sur la philosophie des Asiatiques. Alors, le mythe veut que ce soit le grand génie qui arrive en Inde. 2 ans plus tard, il a maîtrisé le sanskrit, il a maîtrisé, lui qui détestait les langues, à part les langues qu'il avait apprises à l'université, il disait toujours qu'il n'y a aucun intérêt à apprendre des langues. Ça ne sert à rien. Et pourtant, il devient un grand spécialiste de presque toutes les langues. Bon, on laisse tout ça de côté. Je veux quand même revenir à ce monsieur William Jones et la façon dont lui aussi, il accumule ses savoirs. D'abord et avant tout, il s'appelle, dans un de ses premiers écrits, il se donne le nom Yunus et Oxfordy, donc alias William Jones. Et comment est-ce qu'il met ce nom? C'est-à-dire qu'il va apprendre quand même une langue qui n'est pas enseignée à Oxford, mais il va l'apprendre à Oxford même. Et c'est le persan qu'il va apprendre à Oxford. Il l'apprend d'un certain Mirza Sheikh Ittizam al-Din,
qui est un bengali, envoyé par l'empereur moghol Shah Alam comme ambassadeur, comme représentant à George III de l'Angleterre pour protester contre les abus des agents de la Compagnie des Indes. Et justement, Ittezam el-Din, en rentrant en Inde, va écrire ses mémoires qui s'appellent Shugufnama et Velayat, traduit en 1827 à Londres. Une traduction médiocre, assez nulle, mais bon, c'était le seul que nous avions pendant très longtemps, et le texte vient d'être retravaillé, mais la traduction encore pose des problèmes. Mais passons. Il y a quand même certaines choses qu'on peut glaner de ce texte, et c'est le chapitre 7 de la traduction, où Ittezam el-Din, c'est en 1766, il est envoyé en 1765, il passe 2 ans en Europe, et il va à Oxford. Et alors, c'est une excursion à Oxford, et en fait, un petit récit de l'université, qu'il appelle le Madrasa d'Oxford. Et alors, là au milieu, vous lisez, in one of the colleges, there was a professor of the name of Dr. Hunt, who showed me many Persian works. I observed a translation of Kalila and Dimna, and I copied out for Captain S the epilogue of the Firange Jahangiri. Whilst here, I visited Mr. Jones. This gentleman is now in the court of Calcutta. Captain S and Mr. Jones, taking me along with them, went to the libraries, where also I saw numerous books in Persian and Arabic. Amongst these were 3 papers written in Persian and Turkish characters, which is certain Mulikul Jusia had sent to the King of England. At that time, there was no one in England who could read Persian fluently. For this reason, the purport and meaning of these papers were not properly understood, and in every place there was a mark of doubt. They showed them to me, and I read them with facility. They likewise, in order to examine me and try my abilities, put different books in my hands, and according to my capacity, I explained their meaning and sense. Alors, il continue, je n'avais pas de place ici et je n'allais pas tout lire, mais il continue, après il dit qu'il fait en fait une grammaire pour William Jones, et c'est c'est à partir de ce grammaire que William Jones apprend le persan et qui, très vite, en fait, publie ce grammaire et devient très riche parce qu'il le publie, et c'est le premier grammaire et le premier texte, en fait, c'est un Teach Yourself Persian, qui est vraiment le plus réputé, et c'est ça qui donne à William Jones sa première notoriété. Et ça, c'est bien connu. Mais seulement ce qui n'est pas connu, c'est que derrière tout cela, il y a un Bengali qu'il va rencontrer de nouveau à Calcutta. Et bon, parmi les gens qu'il a autour de lui, cette fois-ci, c'est complètement différent. Vous remarquez, c'est-à-dire entre John Marshall, qui allait chercher les gens, les évaluer, tester leur crédibilité et puis apprendre des choses. Ici, il y a une hiérarchie. Ce sont des gens qui travaillent sous la commande de William Jones. Il est en fait leur chef. Il y a tout ce monde, et encore plus ou moins. Bon, ils ne sont pas tous sous ses commandes, il y en a certains qui sont indépendants, mais quand même, malgré tout, il y a quand même une puissance, et il est à la tête d'une relation hiérarchique avec beaucoup de ces gens-là. Pas tous, mais quand même. Entre autres aussi, Ittezam el-Din. Donc, William Jones va finalement, non seulement avec ses connaissances, mais aussi
les choses qu'il a apprises par ailleurs. Son père était un grand newtonien, il est complètement trompé dans le newtonianisme du XVIIIe siècle, et il va essayer de mélanger, en fait, de comparer des chronologies européennes, surtout revues par Newton, Newton revu par Bryant, et aussi, en fait, de voir comment la linguistique indienne, la manière dont les langues sont conçues, surtout ce texte, je n'ai pas beaucoup de temps, le Musmir de Sirajuddin Arzu, qui est en fait un texte qui voit les similitudes entre différentes langues, surtout entre le sanskrit et le persan, et qu'il va généraliser la méthode derrière cela pour penser en fait le rapport entre les langues, les grandes langues eurasiatiques dans un seul tableau. C'est ça le texte, le grand texte que tout le monde connaît de William Jones. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il va essayer aussi, comme ici, On the Origins and Families of Nations. Il va essayer de synthétiser une carte ou une façon de concevoir l'ensemble des familles du monde entier à travers ses recherches sur différents peuples individuellement. Il va essayer en fait de faire une synthèse dans le 8e discours anniversaire On the Origin and Families of Nations. Coucou. Ah. Et finalement, là, c'est moi. J'assume, ce n'est pas lui qui a fait cette carte, mais la carte, si on lit son texte, la carte est une carte complètement contemporaine. C'est de son époque à lui. C'est à peu près la seule carte qui ne prend pas la coupure, la map monde, la coupure dans le Pacifique, mais plutôt dans l'Atlantique. Il y a une raison pour ça, mais on ne va pas y entrer, mais ça me convient tout à fait. Alors, pour lui, en fait, l'origine de l'humanité est située quelque part dans la région d'Azerbaïdjan aujourd'hui, et il voit l'émigration systématique des 3 familles des fils de Noé, Ham, Cham et Japheth, et à travers en fait une analyse linguistique et aussi une façon de comprendre le monde par les traces archéologiques laissées par les gens. Alors, bien sûr, il y a une partie qui va vers l'Est, le Perse, l'Inde, la Chine, le Japon, et puis le Mexique et le Pérou, parce que ces gens sont des bâtisseurs, et les bâtisseurs sont des Hamites. Bien sûr, ils peuvent aussi être des Sémites, mais les Sémites vont plutôt vers l'Asie de l'Ouest et la Corne de l'Afrique. Remarquez qu'il y a une partie qui va vers la Grèce, l'Italie, et puis directement vers l'Angleterre. Il n'y a pas mention de la France là-dedans. C'est une aberration quelque part pour lui. Ça, c'est la seule partie du monde qui n'entre pas dans sa cartographie mondiale. Il y a aussi les japhétistes qui vont vers le nord, mais ces gens-là sont plutôt des sauvages. Ils vont pas... Donc, ce sont des gens qui n'ont pas d'écrit, qui n'ont aucun sens de l'histoire. Donc, ils vont vers le nord et ce sont des Tatars. Et finalement, ce sont eux qui vont peupler le reste de l'Amérique du Nord aussi. Alors, derrière tout cela, il y a une idée. C'est que finalement, c'est une carte de la limite, des limites potentielles
de l'Empire britannique. C'est-à-dire que c'est la famille, finalement, c'est la partie que la Grande-Bretagne peut gouverner. Ce sont les Hamites, pardon, et bon, à la limite, un peu avec les Sémites, ça va, on peut négocier, on a des vieilles relations avec eux, mais il faut laisser tomber complètement le Nord, la Russie, il ne faut pas du tout perdre son temps, ni avec l'Amérique du Nord. On l'a déjà perdu d'ailleurs à cette époque. Et voilà, c'est-à-dire, vous avez en fait derrière encore une autre ambition. Pour revenir à mon point de départ, l'idée, ce n'est pas qu'il y a en fait un savoir objectif ou pas objectif, c'est aussi quels sont les buts de ce savoir, qui sont les personnes et comment, dans quel rapport avec l'autre, avec les autres, est-ce que ce savoir est constitué. Voilà, je termine.